Chapitre 3. Le lendemain, à son réveil, elle aperçut le clerc sur la place. Elle était en peignoir. Il leva la tête et la salua. Elle fit une inclination rapide et referma la fenêtre. Léon attendit pendant tout le jour que 6 heures du soir fussent arrivées, mais en entrant à l'auberge, il ne trouva personne que M. Binet attablé. Ce dîner de la veille était pour lui un événement considérable. Jamais jusqu'alors il n'avait causé pendant 2 heures de suite avec une dame. Comment donc avoir pu lui exposer, et en un tel langage, quantité de choses qu'il n'aurait pas si bien dites auparavant? Il était timide d'habitude et gardait cette réserve qui participe à la fois de la pudeur et de la dissimulation. On trouvait à Yonville qu'il avait des manières comme il faut. Il écoutait raisonner les gens mûrs et ne paraissait point exalté en politique, chose remarquable pour un jeune homme. Puis il possédait des talents. Il peignait à l'aquarelle, savait lire la clé de Seul et s'occupait volontiers de littérature après son dîner. Quand il ne jouait pas aux cartes, Monsieur Homais le considérait pour son instruction. Madame Homais l'affectionnait pour sa complaisance, car souvent il accompagnait au jardin les petits Homais, marmots toujours barbouillés, fort mal élevés et quelque peu lymphatiques, comme leur mère. Il avait pour les soigner, outre la bonne Justin, l'élève en pharmacie, un arrière-cousin de M. Homais, que l'on avait pris dans la maison par charité et qui servait en même temps de domestique. L'apothicaire se montra le meilleur des voisins. Il renseigna Madame Bovary sur les fournisseurs, fit venir son marchand de cidre tout exprès, goûta la boisson lui-même et veilla dans la cave à ce que la futaille fût bien placée. Il indiqua encore la façon de s'y prendre pour avoir une provision de beurre à bon marché et conclut un arrangement avec Lestiboudois, le sacristain, qui, outre ses fonctions sacerdotales et mortuaires, soignait les principaux jardins d'Yonville à l'heure ou à l'année selon le goût des personnes. Le besoin de s'occuper d'autrui ne poussait pas seul le pharmacien à tant de cordialité obséquieuse, et il avait là-dessous un plan. Il avait enfreint la loi du 19 Ventose, 1 11, article 1er, qui défend à tout individu non porteur de diplôme l'exercice de la médecine, si bien que, sur des dénonciations ténébreuses, Homais avait été mandé à Rouen, près Monsieur le procureur du roi et son cabinet particulier. Le magistrat l'avait reçu debout, dans sa robe, hermine à l'épaule et toque en tête. C'était le matin, avant l'audience. On entendait dans le corridor passer les fortes bottes des gendarmes et comme un bruit lointain de grosses serrures qui se fermaient. Les oreilles du pharmacien lui tentèrent à croire qu'il allait tomber d'un coup de sang. Il entrevit des culs de basse-fosse, sa famille en pleurs, la pharmacie vendue, tous les bocaux disséminés, et il fut obligé d'entrer dans un café prendre un verre de rhum avec de l'eau de seltz pour se remettre les esprits. Peu à peu, le souvenir de cette admonition s'affaiblit et il continuait comme autrefois à donner des consultations anodines dans son arrière-boutique. Mais le maire lui en voulait, des confrères étaient jaloux, il fallait tout craindre en s'attachant M. Bovary par des politesses, c'était gagner sa gratitude et empêcher qu'il ne parlât plus tard s'il s'apercevait de quelque chose aussi.
Tous les matins, Homais lui apportait le journal et souvent dans l'après-midi, quittait un instant la pharmacie pour aller chez l'officier de santé faire la conversation. Charles était triste. La clientèle n'arrivait pas. Il demeurait assis pendant de longues heures sans parler, allait dormir dans son cabinet ou regardait coudre sa femme. Pour se distraire, il s'employait chez lui comme homme de peine et même il essayait de peindre le grenier avec un reste de couleur que les peintres avaient laissé. Mais les affaires d'argent le préoccupaient. Il en avait tant dépensé pour les réparations de Toast, pour les toilettes de madame et pour le déménagement, que tout la dot, plus de 3000 écus, s'était écoulé en 2 ans. Puis, que de choses endommagées ou perdues dans le transport de Toast à Yonville, sans compter le curé de plâtre qui, tombant de la charrette, à un chaos trop fort, s'était écrasé en 1000 morceaux sur le pavé de Quincampoix. Un souci meilleur vint le distraire, à savoir la grossesse de sa femme. À mesure que le terme en approchait, il la chérissait davantage. C'était un autre lien de chair s'établissant et comme le sentiment continu d'une union plus complexe. Quand il voyait de loin sa démarche paresseuse et sa taille tournée mollement sur ses hanches sans corset, quand vis-à-vis l'un de l'autre il la contemplait tout à l'aise et qu'elle prenait, assise, des poses fatiguées dans son fauteuil, alors son bonheur ne se tenait plus. Il se levait, il l'embrassait, passait ses mains sur sa figure, l'appelait petite maman, voulait la faire danser et débitait, moitié riant, moitié pleurant, toutes sortes de plaisanteries caressantes qui lui venaient à l'esprit. L'idée d'avoir engendré le délectait, rien ne lui manquait à présent. Il connaissait l'existence humaine tout du long et il s'y attablait sur les 2 coudes avec sérénité. Emma d'abord sentit un grand étonnement, puis eut envie d'être délivrée, pour savoir quelle chose c'était que d'être mère. Mais ne pouvant faire les dépenses qu'elle voulait, avoir un berceau en nacelle avec des rideaux de soie rose et des béguins brodés, elle renonça au trousseau dans un accès d'amertume et le commanda d'un seul coup à une ouvrière du village sans rien choisir ni discuter. Elle ne s'amusa donc pas à ces préparatifs où la tendresse des mères se met en appétit et son affection des origines en fut peut-être atténuée de quelque chose. Cependant, comme Charles, à tous les repas parlait du marmot, bientôt elle y songea d'une façon plus continue. Elle souhaitait un fils. Il serait fort et brun. Elle l'appellerait Georges. Et cette idée d'avoir pour enfant un mâle était comme la revanche en espoir de toutes ses impuissances passées. Un homme au moins est libre. Il peut parcourir les passions et les pays, traverser les obstacles, mordre au bonheur les plus lointains. Mais une femme est empêchée continuellement, inerte et flexible à la fois. Elle a contre elle les mollesses de la chair avec les dépendances de la loi. Sa volonté, comme le voile de son chapeau retenu par un cordon, palpite à tous les vents. Il y a toujours quelque désir qui entraîne, quelque convenance qui retient. Elle accoucha un dimanche, vers 6 heures au soleil levant. « C'est une fille, dit Charles. Elle tourna la tête et s'évanouit. Presque aussitôt, madame Homais accourut et l'embrassa, ainsi que la mère Lefrançois du Lion d'Or. Le pharmacien, un homme discret, lui adressa seulement quelques félicitations provisoires par la porte entrebâillée. Il voulut voir l'enfant et le trouva bien conformé. Pendant sa convalescence, elle s'occupa beaucoup à chercher un nom pour sa fille.
D'abord, elle passa en revue tous ceux qui avaient des terminaisons italiennes, tels que Clara, Luisa, Amanda, Atala. Elle aimait assez Galsuand, plus encore Iseult ou Léocadie. Charles désirait qu'on appelle l'enfant comme sa mère. Emma s'y opposait. On parcourut le calendrier d'un bout à l'autre et l'on consulta les étrangers. Monsieur Léon, disait le pharmacien avec qui j'en causais l'autre jour, s'étonne que vous ne choisissiez point Madeleine, qui est excessivement à la mode maintenant. Mais la mère Bovary se récria bien fort sur ce nom de pécheresse. Monsieur Homais, quant à lui, avait en prédilection tous ceux qui rappelaient un grand homme, un fait illustre ou une conception généreuse, et c'est dans ce système-là qu'il avait baptisé ses 4 enfants. Ainsi, Napoléon représentait la gloire et Franklin la liberté. Irma peut-être était une concession au romantisme, mais Athalie un hommage au plus immortel chef-d'œuvre de la scène française. Car ses convictions philosophiques n'empêchaient pas ses admirations artistiques. Le penseur chez lui n'étouffait point l'homme sensible. Il savait établir des différences, faire la part de l'imagination et celle du fanatisme. De cette tragédie, par exemple, il blâmait les idées, mais il admirait le style. Il maudissait la conception, mais il applaudissait à tous les détails et s'exaspérait contre les personnages en s'enthousiasmant de leur discours. Lorsqu'il lisait les grands morceaux, il était transporté, mais quand il songeait que les calotins en tiraient avantage pour leur boutique, il était désolé, et dans cette confusion de sentiments où ils s'embrassaient, il aurait voulu tout à la fois pouvoir couronner Racine de ses 2 mains et discuter avec lui pendant un bon quart d'heure. Enfin, Emma se souvient qu'au château de la Vaubyessard, elle avait entendu la marquise appeler Berthe une jeune femme. Dès lors, ce nom-là fut choisi, et comme le père Rouault ne pouvait venir, on pria M. Homais d'être parent. Il donna pour cadeau tout produit de son établissement, à savoir 6 boîtes de jujubes, un bocal entier de racaou, 3 coffins de pâte à la guimauve, et de plus 6 bâtons de sucre candi qu'il avait retrouvés dans un placard. Le soir de la cérémonie, il y eut un grand dîner. Le curé s'y trouvait, on s'échauffa. Monsieur Homais, vers les liqueurs, étonna le Dieu des bonnes gens. Monsieur Léon chanta une barcarolle et Madame Bovary mère, qui était la marraine, une romance du temps de l'Empire. Enfin, Monsieur Bovary père exigea que l'on descendît l'enfant et se mit à le baptiser avec un verre de champagne qu'il lui versait de haut sur la tête. Cette dérision du premier des sacrements indigna l'abbé Bournisien. Le père Bovary répondit par une citation de la guerre des dieux. Le curé voulut partir, les dames suppliaient, Homais s'interposa et l'on parvint à faire rasseoir l'ecclésiastique qui reprit tranquillement dans sa soucoupe sa demi-tasse de café à moitié bu. Monsieur Bovary père resta encore un mois à Yonville, dont il éblouit les habitants par un super bonnet de police à galons d'argent qu'il portait le matin pour fumer sa pipe sur la place. Ayant aussi l'habitude de boire beaucoup de vie, souvent il envoyait la servante au Lion d'Or lui en acheter une bouteille que l'on
inscrivait au compte de son fils. Et il usa pour parfumer ses foulards toute la provision d'eau de Cologne qu'avait sa bru. Celle-ci ne se déplaisait point dans sa compagnie. Il avait couru le monde, il parlait de Berlin, de Vienne, de Strasbourg, de son temps d'officier, des maîtresses qu'il avait eues, des grands déjeuners qu'il avait faits, puis il se montrait aimable, et parfois même, soit dans l'escalier ou au jardin, il lui saisissait la taille en s'écriant « Charles, prends garde à toi !» Alors la mère Bovary s'effraya pour le bonheur de son fils, et craignant que son époux, à la longue, n'eût une influence immorale sur les idées de la jeune femme, elle se hâta de presser le départ. Peut-être avait-elle des inquiétudes plus sérieuses. Messieurs Bovary était homme à ne rien respecter. Un jour, Emma fut prise tout à coup du besoin de voir sa petite fille, qui avait été mise en nourrice chez la femme du menuisier, et sans regarder à l'almanach si les 6 semaines de la Vierge duraient encore, elle s'achemina vers la demeure de Rollet, qui se trouvait à l'extrémité du village, au bas de la côte, entre la grande route et les prairies. Il était midi. Les maisons avaient leurs volets fermés, et les toits d'ardoise qui reluisaient sous la lumière âpre du ciel bleu semblaient à la crête de leurs pignons faire pétiller des étincelles. Un vent lourd soufflait. Emma se sentait faible en marchant. Les cailloux du trottoir la blessaient. Elle hésita si elle ne s'en retournerait pas chez elle ou entrerait quelque part pour s'asseoir. À ce moment, M. Léon sortit d'une porte voisine avec une liasse de papier sous son bras. Il vint la saluer et se mit à l'ombre devant la boutique de l'heureux, sous la tente grise qui avançait. Madame Bovary dit qu'elle allait voir son enfant, mais qu'elle commençait à être lasse. Si, reprit Léon, n'osant poursuivre, avez-vous affaire quelque part demanda-t-elle. Et sur la réponse du clerc, elle le pria de l'accompagner. Dès le soir, cela fut connu dans Yonville, et Madame Tuvache, la femme du maire, déclara devant sa servante que Madame Bovary se compromettait. Pour arriver chez la nourrice, il fallait, après la rue, tourner à gauche, comme pour gagner le cimetière, et suivre entre des maisonnettes et des cours un petit sentier que bordaient des troènes. Ils étaient en fleurs, et les véroniques aussi, les églantiers, les orties et les ronces légères qui s'élançaient des buissons. Par le trou de haie, on apercevait dans les massures quelques pourceaux sur un fumier ou des vaches embricolées, frottant leurs cornes contre le tronc des arbres. Tous les deux, côte à côte, ils marchaient doucement, elle s'appuyant sur lui et lui retenant son pas qu'il mesurait sur les siens. Devant eux, un essaim de mouches voltigeait en bourdonnant dans l'air chaud. Ils reconnurent la maison et un vieux noyer qui l'ombrageait. Basse et couverte de tuiles brunes, elle avait en dehors, sous la lucarne de son grenier, un chapelet d'oignons suspendus. Des bourrées debout contre la clôture d'épines entouraient un carré de laitue, quelques pieds de lavande et des pots à fleurs montés sur des rames. De l'eau sale coulait en s'éparpillant sur l'herbe, et il y avait tout autour plusieurs guenilles indistinctes, des bras de tricot, une camisole
d'indienne rouge et un grand drap de toile épaisse étalé en long sur la haie. Au bruit de la barrière, la nourrice parut, tenant sur son bras un enfant qui tétait. Elle tirait de l'autre main un pauvre marmot chétif, couvert de scrofules au visage, le fils d'un bonnetier de Rouen, que ses parents, trop occupés de leur négoce, laissaient à la campagne. Entrez, dit-elle, votre petite est là qui dort. La chambre au rez-de-chaussée. La sole du logis avait au fond contre la muraille un large lit sans rideau, tandis que le pétrin occupait le côté de la fenêtre, dont une vitre était raccommodée avec un soleil de paupiers bleus. Dans l'angle derrière la porte, des brodequins à clous luisants étaient rangés sous la dalle du lavoir, près d'une bouteille pleine d'huile qui portait une plume à son goulot. Un Mathieu Landsberg traînait sur la cheminée poudreuse, parmi des pierres à fusil, des bouts de chandelle et des morceaux d'amadou. Enfin, la dernière superfluité de cet appartement était une renommée soufflant dans des trompettes, image découpée sans doute à même quelques prospectus de parfumerie et que 6 pointes à sabot clouaient au mur. L'enfant d'Emma dormait à terre, dans un berceau d'osier. Elle la prit avec la couverture qui l'enveloppait et se mit à chanter doucement en se dandinant. Léon se promenait dans la chambre. Il lui semblait étrange de voir cette belle dame en robe de nankin tout au milieu de cette misère. Madame Bovary devint rouge. Il se détourna, croyant que ses yeux peut-être avaient eu quelque impertinence. Puis, elle recoucha la petite, qui venait de vomir sur sa collerette. La nourrice aussitôt vint l'essuyer, protestant qu'il n'y paraîtrait pas. Elle m'en fait bien d'autres, disait-elle, et je ne suis occupée qu'à la rincer continuellement. Si vous aviez donc la complaisance de commander à Camus, l'épicier, qu'il me laisse prendre un peu de savon lorsqu'il m'en faut, ce sera même plus commode pour vous que je ne dérangerai pas. C'est bien, dit Emma. Au revoir, mère Rollet. Et elle sortit en essuyant ses pieds sur le seuil. La bonne femme l'accompagnait jusqu'au bout de la cour, tout en parlant du mal qu'elle avait à se relever la nuit. J'en suis si rompu quelquefois que je m'endors sur ma chaise. Aussi, vous devriez pour le moins me donner une petite livre de café moulu qui me ferait un mois et que je prendrai le matin avec du lait. Après avoir subi ces remerciements, Madame Bovary s'en alla, et elle était quelque peu avancée dans le sentier, lorsqu'à un bruit de sabots, elle tourna la tête, c'était la nourrice. Qu'y a-t-il? Alors la paysanne, la tirant à l'écart, derrière un orme, se mit à lui parler de son mari, qui, avec son métier, est 6 francs par an, que le capitaine... Achevez plus vite, dit Emma. Eh bien, reprit la nourrice, poussant des soupirs entre chaque mot, j'ai peur qu'il ne se fasse une tristesse de me voir prendre du café toute seule. Vous savez, les hommes. Puisque vous en aurez, répéta Emma, je vous en donnerai. Vous m'ennuyez. Hélas, ma pauvre chère dame, c'est qu'il a, par suite de ses blessures, des crampes terribles à la poitrine. Il dit même que le cidre l'affaiblit.
Mais dépêchez-vous, mère Rollet. Donc, reprit celle-ci, faisant une révérence, si ce n'était pas trop vous demander, elle salua encore une fois, quand vous voudrez, et son regard suppliait, un cruchon d'eau de vie, dit-elle enfin, et j'en frotterai les pieds de votre petite, qui les a tendres comme la langue. Débarrassée de la nourrice, Emma reprit le bras de M. Léon. Elle marcha rapidement pendant quelque temps, puis elle se ralentit et son regard qu'elle promenait devant elle rencontra l'épaule du jeune homme dont la redingote avait un collet de velours noir. Ses cheveux châtains tombaient dessus, plats et bien peignés. Elle remarqua ses ongles qui étaient plus longs qu'on ne les portait à Yonville. C'était une des grandes occupations du clerc que de les entretenir. Il gardait à cet usage un canif tout particulier dans son écritoire. Ils s'en revinrent à Yonville en suivant le bord de l'eau. Dans la saison chaude, la berge plus élargie découvrait jusqu'à leur base les murs des jardins, qui avaient un escalier de quelques marches descendant à la rivière. Elle coulait sans bruit, rapide et froide à l'œil. De grandes herbes minces s'y courbaient ensemble, selon le courant qui les poussait, et comme des chevelures vertes abandonnées s'étalaient dans sa limpidité. Quelquefois, à la pointe des joncs ou sur la feuille des nénuphars, un insecte à pattes fines marchait ou se posait. Le soleil traversait d'un rayon les petits globules bleus des ondes qui se succédaient en se crevant. Les vieux saules embranchés miraient dans l'eau leur écorce grise. Au-delà, tout alentour, la prairie semblait vide. C'était l'heure du dîner dans les fermes, et la jeune femme et son compagnon n'entendaient en marchant que la cadence de leurs pas sur la terre du sentier, les paroles qui se disaient et le frôlement de la robe d'Emma qui bruissait tout autour d'elle. Les murs des jardins garnis à leur chaperon de morceaux de bouteilles étaient chauds comme le vitrage d'une serre. Dans les briques, des ravenelles avaient poussé, et du bord de son ombrelle déployée, Madame Bovary, tout en passant, faisait égrener en poussière jaune un peu de leurs fleurs flétries, ou bien quelques branches des chèvrefeuilles et des clématites qui pendaient en dehors traînaient un moment sur la soie en s'accrochant aux effilés. Il causait d'une troupe de danseurs espagnols que l'on attendait bientôt sur le théâtre de Rouen. Vous irez demanda-t-elle. Si je le peux, répondit-il. N'avaient-ils rien d'autre chose à se dire? Leurs yeux, pourtant, étaient pleins d'une causerie plus sérieuse, et tandis qu'ils s'efforçaient à trouver des phrases banales, ils sentaient une même langueur les envahir tous les deux. C'était comme un murmure de l'âme, profond, continu, qui dominait celui des voix. Surpris d'étonnement à cette suavité nouvelle, il ne songeait pas à s'en raconter la sensation ou à en découvrir la cause. Les bonheurs futurs, comme les rivages des tropiques, projettent sur l'immensité qui les précède leur mollesse natale. Une brise parfumée, et l'on s'assoupit dans cet enivrement sans même s'inquiéter de l'horizon que l'on n'aperçoit pas. La terre à un endroit se trouvait effondrée par le pas des bestiaux. Il fallut marcher sur de grosses pierres vertes espacées dans la boue. Souvent, elle s'arrêtait une minute à regarder où posait sa bottine, et chancelant sur le caillou qui tremblait, les coudes en l'air,
la taille penchée, l'œil indécis, et il riait alors de peur de tomber dans les flaques d'eau. Quand ils furent arrivés devant son jardin, Madame Bovary poussa la petite barrière, monta les marches en courant et disparut. Léon rentra à son étude. Le patron était absent. Il jeta un coup d'œil sur les dossiers, puis se tailla une plume, prit enfin son chapeau et s'en alla. Il alla sur la pâture, au haut de la côte d'Argueil, à l'entrée de la forêt. Il se coucha par terre sous les sapins et regarda le ciel à travers ses doigts. Comme je m'ennuie, se disait-il, comme je m'ennuie. Il se trouvait à plaindre de vivre dans ce village avec Homais pour ami et monsieur Guillemin pour maître. Ce dernier, tout occupé d'affaires, portant des lunettes à branches d'or et favoris rouges sur cravate blanche, n'entendait rien aux délicatesses de l'esprit. Quoiqu'il affectât un genre raide et anglais qui avait ébloui le clerc dans les premiers temps. Quant à la femme du pharmacien, c'était la meilleure épouse de Normandie, douce comme un mouton, chérissant ses enfants, son père, sa mère, ses cousins, pleurant aux maux d'autrui, laissant tout aller dans son ménage et détestant les corsets, mais si lente à se mouvoir, si ennuyeuse à écouter, d'un aspect si commun et d'une conversation si restreinte qu'il n'avait jamais songé, quoiqu'elle eût 30 ans, qu'il en eût 20, qu'il couchasse porte à porte et qu'il lui parlât chaque jour, qu'elle pût être une femme pour quelqu'un, ni qu'elle possédât de son sexe autre chose que la robe. Et ensuite, qui avait-il? Binet, quelques marchands, 2 ou 3 cabaretiers, le curé et enfin Monsieur Tuvache, le maire, avec ses 2 fils, Jean Cossu, bourrus, obtus, cultivant leurs terres eux-mêmes, faisant des ripailles en famille, dévots d'ailleurs et d'une société tout à fait insupportable. Mais sur le fond commun de tous ces villages humains, la figure d'Emma se détachait, isolée et plus lointaine cependant, car il sentait entre elle et lui comme de vagues abîmes. Au commencement, il était venu chez elle plusieurs fois dans la compagnie du pharmacien. Charles n'avait point paru extrêmement curieux de le recevoir, et Léon ne savait comment s'y prendre entre la peur d'être indiscret et le désir d'une intimité qu'il estimait presque impossible.